c'est l'heure de notre café politique. Café politique de ce vendredi 15 novembre. Je joins à Fredericton notre collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, Et bonjour. Il y a du verglas ici aussi. C'est vrai, c'est glissant. Ouais, ah oui, Faire oui, attention, c'est glissant, oui. attention si vous circulez Dans dans la la capitale. capitale. Absolument. À Caraquette, c'est François Gravel qui nous attend, éditorialiste et responsable de contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour, François. Bonjour Martine, ça n'a pas été facile pour moi de me décider à faire acte de présence ce matin au Café politique. J'avais le choix, dans le fond, entre le Café politique ou Taylor Swift. Oh. J'ai choisi le café, Martine. Ah ben, oui, OK. Ben, je suis pas sûre que C'est moins cher. Oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous aviez... en fait, si vous avez pu vendre votre billet pour Taylor Swift, vous êtes plus riche ce matin, puisque vous avez choisi le café politique. Mais bon, trêve de plaisanterie. On va s'intéresser à ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick cette semaine. Bon, c'était peut-être pas des super... ce sont peut-être pas des super méga stars à hauteur de Taylor Swift à Toronto, mais première ministre du Nouveau-Brunswick, premier ministre du Canada, lorsqu'ils s'assoient ensemble, on se demande toujours à quoi ça va mener tout ça. Parlons d'abord, comme premier café, de la rencontre au sommet, une première rencontre entre la première ministre Holt et Justin Trudeau. Je vais commencer avec vous, François Gravel. Oui, la Trudeau-manie a déjà été populaire, pas autant que la Swift-manie, mais elle l'est beaucoup moins maintenant. Hein? Et on l'a vu un peu dans la rencontre entre Susan Holt et Justin Trudeau. Là, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé, mais Mme Holt a quand même fait attention de ne pas être trop proche, trop allié de M. Trudeau, qui, dans le fond, est un peu toxique pour tous ceux qui s'approchent de lui en raison de son impopularité. Cela dit, rencontre très différente de celle entre Blaine Higgs et Justin Trudeau de 2019. Souvenez-vous, M. Higgs est arrivé en disant qu'il n'était vraiment pas là pour échanger les cartes de la Saint-Valentin avec M. Trudeau. C'était en février que ça s'était passé. Alors que là, c'est très différent. Mme Holt, il y a plusieurs choses qu'elle veut accomplir, que ça passe par le fédéral. Elle veut créer un programme d'aide d'alimentation dans les écoles. On le savait déjà avant la rencontre et c'est encore plus évident depuis la rencontre que ça va se faire d'une manière ou d'une autre. La seule inconnue, c'est est-ce que le gouvernement Holt va adopter le programme fédéral ou est-ce qu'il va essayer d'obtenir du financement pour créer son propre programme différent, là, comme il le premier en campagne électorale. C'est moins clair pour la tarification du carbone. Susan Holt veut changer sa taxe, ou plutôt la taxe fédérale, pour autre chose. On ne sait pas exactement par quoi. La Colombie-Britannique a sa propre taxe provinciale, le Québec a son marché du carbone. Alors, que va faire Mme Holt? En gros, sa réponse à Justin Trudeau a été je vous reviens plus tard là-dessus. Et pour le reste, Mme Holt devait être prudente, mais la réunion, elle, c'est bien passé. Et je sens qu'il va y avoir une relation très différente entre les deux paliers de gouvernement. Du moins, tant que les deux paliers libéraux vont être là, on verra après s'il y a un changement de régime à Ottawa. En effet, il pourrait y avoir un changement si on tombait en élection sur la scène fédérale. De votre côté, Jacques Poitras, un réel changement de ton dans les relations à prévoir entre Fredericton et Ottawa, à votre avis? Oui, pour un bout de temps, comme François dit, il y a une date d'expiration pour cette nouvelle époque d'harmonie libérale. Il faut souvenir que c'est vraiment la première fois que ces deux chefs-là sont rencontrés. Du tout. Susan Holt a passé plus d'un an en disant que garder sa distance de Justin Trudeau. Elle disait l'année passée qu'il était trop à la gauche. On a vu une campagne électorale où le Parti libéral du Nouveau-Brunswick n'a pas mentionné le mot libéral trop souvent. C'est Justin Trudeau, le bureau de Justin Trudeau, qui a demandé à proposer cette réunion-là. Susan Holt n'avait pas besoin de réunion, mais Justin Trudeau avait besoin. On a vu pendant la conférence de presse, 2 fois, il a dit le mot libéral. Susan Holt ne l'a jamais mentionné. Et non seulement il a utilisé la marque libérale, mais il était visiblement joyeux d'avoir une homologue provinciale libérale. Et il avait hâte d'être avec elle. Sur la substance, je suis d'accord avec François. Une entente sur l'alimentation en école semble assez facile à régler. Susan Holt a dit que le fédéral va accepter sa programme et va
va envoyer des fonds pour aider à payer. Mais des autres dossiers sont beaucoup plus difficiles. Et comme j'avais dit, cette harmonie va probablement pas durer trop longtemps, moins d'une an, je dirais. Merci. On va passer à notre deuxième café aujourd'hui. Puis on recule. Week-end dernier se tenait l'Assemblée générale annuelle du Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, Jacques et François. Alors, une première rencontre entre les membres, les leaders du parti après la défaite de Blaine Higgs et des troupes progressistes conservatrices. Je vais commencer avec vous, Jacques Poitras. Bon, je pense qu'on a des plaies à penser. On a un parti qui doit se guérir. C'était les mots de Glenn Savoie. Est-ce que c'est bien amorcé, à votre avis? Il va y avoir des défis. Il y avait des petites chicanes la fin de semaine avec certains membres du parti qui... l'échéancier pour s'inscrire était très rapide et certains membres ont manqué la chance de s'inscrire, incluant un député PC qui ne pouvait pas assister à la réunion. Mais la vraie question au long terme, c'est l'unité du parti. Puis Glenn Savoie l'a dit dans son discours assez franc que c'était des divisions qui ont causé leur défaite et que il a rappelé les membres de l'époque de Frank McKenna, où le parti était vraiment divisé en deux partis politiques, ce qui permettait à Frank McKenna de gagner 3 majorités de suite. Je dis souvent que quand une partie perd pouvoir, souvent, ça devient pire avant que ça devienne mieux. Et il y a des autres questions à venir pour le parti. Ils doivent décider sur un système d'élire leur nouveau chef. Ouais. Et dépendamment de ce qu'ils choisissent, ça pourrait avantager ou désavantager certains candidats. Et cette décision aura lieu dans un autre congrès l'année prochaine. Et là, on va vraiment avoir une vraie bataille entre des membres pour essayer d'influencer la direction du parti. Il peut s'en passer des choses, François Gravel, entre maintenant et le choix d'un nouveau chef dans ce parti. Jacques l'a très bien dit. Là. Ça va être pire avant d'aller mieux. C'est exactement ça. Le Parti progressiste conservateur n'est pas sorti du bois. On a vu pendant cet AGA qu'il y a eu une volonté, je vous dirais, de mettre le couvercle sur la marmite là, pour s'assurer que les divisions ne soient pas étalées au grand jour. C'est pourquoi je pense que les journalistes n'avaient pas le droit d'assister à la réunion. Les inscriptions se sont faites discrètement. Elles ont été fermées rapidement, si bien qu'il y a plein de gens qui voulaient faire acte de présence et qui n'ont pas pu se présenter ou voter. C'est quand même incroyable que l'ancien président conservateur Claude Williams n'a pas pu voter. Même chose pour la nouvelle vice-présidente Diane Carey et Jacques a nommé le député de Miramichi-Ouest, Mike Dawson, qui a exprimé sa frustration de ne pas avoir pu être présent après avoir manqué la courte période d'inscription. Alors, soit on a voulu faire taire des gens, ou alors le parti est totalement désorganisé. Les deux est possible. Après une défaite, c'est difficile. Ça a été un échec dans le sens que ceux qui avaient des frustrations les ont quand même partagé, ces frustrations-là, soit publiquement avec les journalistes, soit sur les médias sociaux. On nous a dit par contre que pendant l'Assemblée, ça s'est bien passé, que les échanges étaient chaleureux, courtois, mais dans les faits, ces frustrations-là existent quand même. Et le nouveau chef par intérim, Glenn Savoie, ne pourra pas balayer ça éternellement sous le tapis. Le parti est divisé. Les progressistes et plus généralement tous ceux qui ont tenu tête à Blaine Higgs ont été écartés au cours des derniers mois, des dernières années. Plusieurs tentent de revenir maintenant, de faire leur place. On ne sait pas encore s'ils vont y arriver. Alors, l'AGA n'a pas permis vraiment de répondre à toutes ces questions-là. Il va en falloir d'autres, des réunions. Le Parti conservateur a besoin de temps pour penser ses plaies et surtout pour retrouver la bonne voie. Et il va falloir certainement plus qu'une réunion là, pour y arriver. Alors, est-ce que c'est bien commencé? Je vous dirais, Martine, c'est commencé. En effet. On va passer au troisième sujet. Et puis, on touche à l'énergie. On le sait, Énergie Nouveau-Brunswick essaie de rééquilibrer ses livres. Ça peut passer par des augmentations de tarifs, mais ça pourrait peut-être aussi passer par la fin de Pointe-le-Pro, qui coûte cher aux contribuables du Nouveau-Brunswick, mais qui va mettre la clé dans la porte de cette centrale qui a déjà englouti des millions de dollars des contribuables. Tiens, je vais commencer avec vous, François Gravel. Des millions de contribuables, des milliards, de dollars. Vous savez bien raison. Le défenseur du public pour le secteur énergétique, Alain Chiasson, a posé tout haut la question que bien des gens se posent tout bas depuis longtemps. À quel point ça vaut la peine de continuer de pomper des millions ou des milliards de dollars dans une centrale nucléaire qui est de moins en moins fiable?
Je rappelle que Pointe-le-Trou est fermée présentement. Elle devait être fermée en avril pour une centaine de jours pour des travaux d'entretien. On est rendu à la mi-novembre, elle est toujours mise à l'arrêt. On nous promet que ça va recommencer de nouveau à produire de l'électricité, la centrale, à compter de décembre. On verra bien si c'est le cas. C'est pas la première fois qu'on nous promet une date de mise en fonction et que ça ne fonctionne pas. Pointe-le-Trou est extrêmement important pour le Nouveau-Brunswick. Elle produit presque 40 de notre électricité, à un coût abordable comparativement à d'autres sources d'énergie quand elle est pleinement fonctionnelle, bien sûr. Sauf que c'est de moins en moins souvent le cas. L'énergie de remplacement coûte très cher, mais réparer la centrale encore et encore, ça aussi, ça coûte très cher. Et l'autre problème, c'est que la centrale est très importante économiquement, mais je dirais même symboliquement aussi pour la région de Saint-Jean, qui se voit avec aussi la raffinerie de pétrole Irving comme une grande productrice d'énergie, comme un centre énergétique pour le Canada, pour l'Amérique. Et c'est ce qui fait que les politiciens, depuis toujours, peinent à réfléchir à son avenir sans d'abord penser à l'impact électoral qui accompagnerait une fermeture. C'est encore le cas aujourd'hui. Le gouvernement libéral de Mme Holt, les libéraux n'auraient peut-être pas été amenés au pouvoir sans l'aide des régions de Saint-Jean, des circonscriptions de Saint-Jean. On a vu Blaine Higgs avec son projet, que je qualifierais même de lubie, de mini-réacteurs nucléaires. C'est très important tout ça, et pas seulement pour des raisons énergétiques, mais beaucoup électorales, symboliques. Le nouveau ministre de l'Énergie, René Legacy, n'a pas eu l'air, dans les premiers jours après son assermentation, d'être trop au courant du dossier, je vous dirais. Ça peut être préoccupant, mais en même temps, je vous dirais que c'est peut-être ce qu'il faut. Quelqu'un qui peut analyser le dossier de l'extérieur avec une tête froide, sans être pris dans tout ce qui s'est dit dans les dernières années sur le sujet. Merci, François. Sur l'avenir de Pointe-le-Trou, maintenant, Jacques Poitras. Oui, c'est pas seulement important au niveau économique et politique, mais aussi dans le contexte de notre lutte contre le changement climatique, parce que c'est 38-40 de notre électricité dans la province, c'est aussi créé sans des émissions de gaz à effet de serre. Et la haute direction de Énergie Nouveau-Brunswick l'a dit il y a un an ou deux au comité des comptes publics que sans le PRO, on aurait besoin de 3 ou 4 centrales de Belle-Dune qui brûlent le charbon, ce qui rendrait impossible nos objectifs de réduction. Le PRO était censé être fermé quand même en 2041, la fin de sa vie. Mais remplacer cette énergie maintenant serait très cher, 1 à 4 millions par jour. Et pas évident parce que le Québec, qui nous vend beaucoup d'énergie, a aussi ses propres défis. Oui. Ça montre comment des scénarios peuvent changer très rapidement pour un nouveau gouvernement avec beaucoup d'espoir. Et on parle des mini-réacteurs, c'est possible, mais René Legacy, lorsqu'il était en opposition, parlait de... peut-être c'était le temps d'aller magasiner pour ces mini-réacteurs ailleurs au lieu d'essayer de les développer ici au Nouveau-Brunswick, parce que les deux compagnies qui les développent aussi ici vont pas les avoir terminés, complets, prêts à fonctionner en 2030. Maintenant, on parle peut-être de 2024 ou 2025 où on aura besoin pour remplacer le PRO. Absolument. Bref, c'est un des gros dossiers de ce nouveau gouvernement. On va passer à vos cafés, chers amis. Alors, les 3 prochaines minutes, elles sont à vous. Je vais commencer avec vous, Jacques, à Fredericton. Quel café cette semaine? Un café amer et un peu réchauffé pour Dominic Cardy, qui finalement, cette semaine, a été confirmé comme chef du nouveau parti politique fédéral Avenir Canada, un parti du centre politique. Et Dominic Cardy gagne cette position au même moment qu'aux États-Unis, Donald Trump choisit des personnages de les extrêmes politiques pour remplir son cabinet. Alors, un café très amer pour cette politicienne du centre et café noir pour Susan Holt, pour le réveiller un petit peu peut-être. Elle parlait pendant la campagne de terminer la poursuite pour dissoudre le district scolaire anglophonais, de reconnaître rapidement le droit d'un district scolaire de poursuivre la province. Puis hier, en cours, rien n'avait changé avec ces causes-là. Et une porte-parole de la province a dit que la province allait collaborer avec le district pour trouver une résolution. Est-ce que c'est un peu un recul ou est-ce que c'est seulement peut-être la langue des fonctionnaires qui veut éviter de la controverse? On ne sait pas, mais il reste à voir comment ce dossier va évoluer. Le mot de la fin pour vous, François Gravel?
Spécial Nouvelle-Écosse. Ah. Dans les derniers jours, pendant la campagne électorale, une candidate s'est retirée pour avoir fait des déclarations controversées sur Israël. Un organisateur politique s'est mis dans l'eau chaude pour avoir essayé d'acheter des votes avec des cartes cadeaux Tim Hortons. Alors, et ça brassait un petit peu hier soir aussi pendant le débat des chefs. Alors, coudonc, là, leurs campagnes électorales sont pas mal plus excitantes que les nôtres, je trouve, là-bas en Nouvelle-Écosse. Par contre, ça reste à voir si leurs soirées électorales sont aussi fortes en émotion que celles au Nouveau-Brunswick. On va avoir la réponse dans une dizaine de jours. Et un petit clin d'œil aussi aux électeurs de la région de Chéticamp qui ont remporté une importante victoire devant les tribunaux qui pourraient paver la voie pour une circonscription protégée acadienne pour Chéticamp. Absolument. Ben, messieurs, je sais que vous serez à l'écoute du discours du trône la semaine prochaine, puis je me dis qu'on va en parler vendredi prochain, n'est-ce pas? Certainement. Merci beaucoup, Absolument. Jacques Poitras. On continue de suivre vos reportages à CBC et lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. François Gravel, bonne semaine à vendredi prochain. À vendredi. C'était notre café politique.